par le DECAF également. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN a de tout temps une relation de coopération excellente avec le DECAF. Cette coopération englobe notamment nos séminaires Rose-Roth, ainsi d'ailleurs que les programmes de formation parlementaire. L'élément essentiel de la coopération de la NPA avec le DECAF a été d'étudier, de promouvoir les principes et les pratiques de contrôle parlementaire démocratique sur le secteur de la sécurité. Notre travail commun aide les pays de l'ancien bloc soviétique en transition vers des démocraties parlementaires. Et aujourd'hui, nous continuons à soutenir le développement du contrôle parlementaire efficace par des publications régulières conjointes et des études de bonnes pratiques. En début d'année, nous avons étudier les pratiques des délégations de l'Assemblée parlementaire s'agissant du contrôle sur les agences de renseignement militaire. Je voudrais remercier le DECAF d'avoir lancé cette étude. Je les remercie aussi d'avoir partagé leurs informations, leurs expériences. Leurs réponses nous ont permis de glaner des informations essentielles, mais aussi que les analystes du DECAF pourront utiliser et produire ainsi une étude qui sera publiée dans les semaines à venir. Nous allons poursuivre le débat aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, je me suis engagée pour les valeurs démocratiques qui sous-tendent notre alliance. C'est une priorité essentielle. L'OTAN entre dans sa 8e décennie et est vraiment la base de la stabilité. La seule constante au fil des années et la clé de ce qui fait de l'OTAN l'alliance la plus couronnée de succès dans l'histoire a été un engagement interne à partager des valeurs communes. Le principe de contrôle démocratique des forces armées et du secteur de la sécurité est un élément essentiel de ce jeu de valeurs. Les forces armées et les services de sécurité ont une place spéciale dans nos sociétés et à juste titre. Ce sont les premières lignes de protection et le cœur de notre sécurité nationale. Mais le contrôle démocratique est essentiel pour veiller à ce que nos services de sécurité soient efficaces, efficients et responsables devant les citoyens de leurs actes et de l'utilisation des deniers publics. En tant que parlementaires, nous avons une responsabilité à porter d'être rigoureux et non partisans, apolitiques, tout en préservant la confidentialité qui est nécessaire pour nos institutions de sécurité, pour qu'elles puissent mener leur mission. Nous devons les tenir responsables devant les autorités démocratiquement élues. Nous devons donc veiller à ce qu'elles mettent en œuvre les objectifs politiques fixés par les gouvernements civils, les parlements. Ce n'est que par ce truchement qu'elles continueront à jouir de la confiance que les citoyens ont en elles, les citoyens qu'elles protègent, mais aussi qu'elles seront garantes des valeurs démocratiques que nous défendons. Le contrôle sur nos institutions, lorsqu'il n'est pas public, lorsqu'il n'est pas visible, est difficile. Mais c'est peut-être plus difficile encore lorsqu'il s'agit de services de renseignement militaire. Et je suis impatient d'entendre quelles sont les différentes pratiques aux quatre coins de l'Alliance. Et j'espère que nous pourrons peut-être les utiliser ou les présenter à nos fonctions et à nos parlements respectifs. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais donner la parole à Darko Stancic qui représente le DECAF aujourd'hui. Il est directeur adjoint et chef de la division Europe et Asie centrale. Darko, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, je suis ravie de pouvoir vous dire quelques mots aujourd'hui. Je vous remercie de cette gentille présentation. Le DECAF, qui est le centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, a de tout temps insisté sur les normes et les pratiques parlementaires dans ce domaine très vaste qu'est le contrôle du secteur de la sécurité et notamment le secteur du renseignement. Et
une bonne partie de cet effort tourne autour de notre coopération avec l'Assemblée parlementaire. Au fil des années, nous avons ensemble mené séminaires, formations, dialogues dans le format Rose-Roth qui est connu, mais dans d'autres formats aussi. Et nous avons essayé de rassembler alliés et partenaires pour promouvoir les valeurs euro-atlantiques et pour faire en sorte que ces normes communes émergentes que nous appelons tous de nos voeux soient mises en œuvre. Parallèlement à ces efforts, le DECAF a également été très prolifique sur les défis du contrôle sur les services de renseignement et de sécurité, un domaine qui, nous le pensons, appelle une attention constante sur l'ensemble de la zone euro-atlantique, mais aussi entre tous les partenaires. En tant que directeur adjoint du DECAF, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous présenter cette étude qui n'aurait pas été possible sans votre aimable concours. Cette étude étudie l'évolution du renseignement militaire et est replacée dans le cadre plus large du contrôle parlementaire. Elle identifie également les caractéristiques essentielles des services de sécurité, du renseignement militaire et examine comment il est important ou comment l'on peut mettre en œuvre des pratiques de contrôle solides. Alors, je voudrais remercier nos partenaires de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Je voudrais vous remercier, vous tous, autant que vous êtes dans les parlements nationaux, parce que vous avez pris le temps de répondre à notre enquête et vos réponses ont été véritablement précieuses pour produire cette analyse comparative des pratiques existantes dans les États membres de l'OTAN dans ce domaine que nous avons découvert lorsque nous avons commencé à voir quelles pourraient être nos priorités avec l'Assemblée parlementaire. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne faisait pas l'objet de beaucoup de recherches. Nous nous sommes dit qu'il fallait s'y consacrer. Alors, lorsque l'on se tourne vers les partenaires, les pays partenaires qui travaillent à la démocratisation de leur système de gouvernance, de leur société, souvent l'on est confronté à cette question. Mais quelle est la norme? Quelle est la norme? Comment les choses se font-elles à l'OTAN et dans les pays de l'OTAN? Nous savons que dans ce domaine, il n'y a pas une norme unique. Il y a un jeu de valeurs communes que le président a déjà brièvement mis en lumière. Et lorsque l'on a considéré toutes ces pratiques, il est important de bien comprendre en profondeur les systèmes nationaux dans lesquels se développent ces pratiques avant de pouvoir conseiller les pays partenaires et les aider à développer des normes. Donc cette étude dont nous faisons la promotion aujourd'hui a pour but d'aider, de guider tous ceux qui doivent exercer ce contrôle, mais aussi tous ceux qui travaillent dans les parlements, c'est-à-dire tous ceux qui ont besoin de cette transparence, de cet échange d'informations. Le but étant que l'on ait des réponses franches et honnêtes aux questions qui sont posées, sinon ce contrôle démocratique, ce contrôle parlementaire ne peut pas avoir lieu. Donc, nous sommes partis du même point de départ, qui est que toute activité, en soi inclus le renseignement militaire, doit être soumise au contrôle parlementaire dans toute société démocratique. Et le DECAF, avec la NPA, espère que nous pourrons justement faire l'inventaire des bonnes pratiques et faire en sorte que les agences de renseignement militaire continuent de travailler conformément aux principes d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Donc, je me dois à nouveau de vous remercier et de vous dire combien je suis fière de faire partie de ce séminaire à distance, en espérant que l'année prochaine, nous pourrons nous revoir face à face, car c'est quelque chose que à Genève, au DECAF, nous déplorons que de devoir travailler en virtuel. Stéphane, reprend le président, nous a promis une réunion en personne au plus tard le 21 juin. Stéphane, vous êtes au défi. Merci beaucoup Darko. Je pense qu'il est important, Darko, de
noter que même dans le monde du renseignement, et à plus forte raison dans le renseignement militaire, dans toute société démocratique, il doit y avoir une réelle responsabilisation des services de renseignement militaire. Euh, pas d'impunité dans nos sociétés démocratiques. Il faut donc un juste équilibre. Alors, le juste équilibre dans le monde du renseignement, c'est précisément ce dont nous allons discuter. Je voudrais souhaiter la bienvenue au Dr Mindya Vachamadze. J'espère que je n'estropie pas trop votre nom. Vous êtes chercheur à la Fondation Max Planck pour la paix internationale et l'état de droit. Et je voudrais aussi saluer notre second expert, Kevin Jones, président de la Commission des sciences et technologies de l'Assemblée et directeur adjoint de la délégation britannique à l'Assemblée parlementaire, mais aussi vice-président de la Commission renseignement et sécurité au Royaume-Uni. Lui, on le nomme en anglais Right Honorable. On ne m'appelle que Honorable. Je ne suis pas juste, je ne suis qu'honorable dans la myriade de titres que l'on nous donne lorsque nous sommes élus. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il soit président, qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Et je vais commencer par donner la parole à Mindya. Je ne répéterai pas son nom de famille pour ne pas l'estropier une deuxième fois. Et puis je donnerai la parole à Kevin Jones. Mindya, vous avez la parole. Merci, chers participants. Bonjour ou bonsoir ou bon réveil en fonction d'où vous vous trouvez. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous livrer quelques remarques très brèves sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je voudrais parler du contrôle parlementaire sur les agences de renseignement en général, qui est le sujet d'ailleurs d'un document qui a été rédigé récemment. Comme vous le savez, le renseignement militaire est un terme très vaste et il n'y a pas une définition, un modèle univoque et universellement applicable sur la notion de renseignement militaire. Il peut s'agir de diverses incarnations, par exemple, le renseignement militaire peut dépendre directement des forces armées, ou alors il peut être coincé entre le civil et le militaire, mais il y a toute une série de structures diverses et variées qui remplissent cette tâche de renseignement militaire. Et au sein du renseignement militaire, dans chaque pays, il y a différentes structures qui sont responsables de différentes questions et qui ne sont pas soumises au même régime de contrôle parlementaire. Et la question de la surveillance de ces structures entraîne parfois ce que j'appellerais des déficits de responsabilisation de ces services. Et nous allons essayer d'aborder cette question aujourd'hui. Je m'y emploierai en tout cas dans mon cours exposé. Je voudrais d'ailleurs commencer par mettre en lumière les problèmes particulier de responsabilité, de responsabilisation de ce domaine qu'est le renseignement militaire. Et puis, je vous présenterai les grandes lignes, si vous voulez, des cadres de contrôle. Alors, je parle de cadres de contrôle parce que nous n'avons là non plus pas de cadre qui soit universellement applicable. Il y a plusieurs systèmes qui sont parfois en interaction les uns avec les autres, de contrôle démocratique. Parfois, ces systèmes sont complémentaires, mais parfois, ils se recoupent de manière superflue, créant alors des obstacles plutôt que de faciliter le contrôle. Alors, le renseignement militaire, qu'a-t-il de si particulier par rapport à sa surveillance? Il ne faut pas oublier que le renseignement militaire est subordonné au secteur militaire, au secteur de la défense. Le renseignement militaire fait partie
de la structure militaire fonctionne dans le contexte d'opérations militaires multilatérales, si l'on le replace dans le contexte OTAN. Et dans ces domaines-là, il n'est pas simple pour les parlements de percer au jour ces systèmes, parfois peu transparents, et de les surveiller. Deuxièmement, il y a plusieurs éléments qui composent le renseignement militaire, plusieurs structures qui sont essaimées sur divers éléments des armées et qui ne relèvent pas du même régime de contrôle politique. En outre, les agences de renseignement défense sont à la croisée des chemins entre la défense et le militaire et ont souvent des attitudes intrusives, invasives, et parfois les conditions de l'emploi de ce type de compétences et de ce type d'expression de puissance ne sont pas peu ou mal définies. En outre, le renseignement militaire est souvent étiqueté élément d'opération militaire. Ces mesures de collecte de renseignements militaires apportent une aide aux opérations militaires et il y a à ce titre une coopération interagences. Alors, lorsqu'il s'agit de coopération interagences nationale, eh bien, force est de constater que ces agences travaillent souvent avec les forces de l'ordre, avec d'autres services de sécurité qui ne sont pas uniquement les armées. Donc, d'un côté, il y a bien sûr besoin de ce type de coopération, mais dans le même temps, n'oublions pas qu'il y a un principe de séparation de pouvoir et de séparation physique des données entre les forces de l'ordre, la police et les renseignements militaires. Le partage de l'information à des fins de renseignement n'est pas le partage de l'information à des fins de mise en application des lois. Et parfois, les lignes de démarcation entre les deux ne sont pas claires, ce qui vient apporter un jeu d'obstacles supplémentaires, parce que cela veut dire que nous n'avons pas des lignes de responsabilisation qui sont clairement définies. Et j'en arrive maintenant au point suivant, sur les cadres de contrôle. Comme vous le savez, les parlements ont divers outils de contrôle politique à leur disposition. Les questions parlementaires, bien sûr, jusqu'aux commissions d'enquête, aux enquêtes parlementaires, à d'autres types d'outils et de mécanismes qui sont en place et qui sont l'apanage des parlements. Et toutefois, nous pouvons résumer à 3 types les organes de contrôle. Les commissions de défense, pour commencer. Dans ce contexte, une question doit être posée. Dans quelle mesure les commissions de défense peuvent-elles être envisagées comme l'outil le plus efficace de contrôle politique sur le renseignement militaire? Et pourquoi est-ce que je pose cette question? Eh bien, tout simplement parce que les commissions de défense ont des mandats très larges qui couvrent toute une série de domaines de politique publique. Et dans le même temps, il y a également des contraintes sur le temps que ces commissions ont à leur disposition et les ressources que ces commissions ont à la disposition. Donc les commissions de défense sont-elles vraiment les mieux placées pour exercer ce contrôle? Specialized parliamentary bodies, they play. Nous disposons d'enceintes parlementaires spécialisées qui peuvent jouer un rôle essentiel et je dirais même un rôle complémentaire en la matière, car leurs mandats parfois sont davantage ciblés, plus précis, et ils disposent
disposent également d'outils, de savoir-faire particuliers qui peuvent être utilisés et ils disposent parfois aussi de pouvoirs et de moyens distincts également pour mener leur travail. Nous disposons aussi d'une autre catégorie d'entités pour assurer cette supervision. Nous parlons ici des soi-disant experts qui viennent effectuer un travail de supervision de ces entités. Parfois, ils traitent d'opérations en cours, traitant des questions de légalité, d'efficacité, et en revanche, les commissions de la défense se chargent essentiellement des questions de politique générale, des aspects budgétaires aussi. Et j'aimerais souligner ici la nature interconnectée de cette supervision. Cette supervision doit être perçue comme un système. Toutes les composantes de ce système contribuent à ce processus de supervision du renseignement militaire. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur des problèmes particuliers dans ce domaine, ainsi que les défis particuliers posés par cette supervision parlementaire. Il s'agit, là encore, d'opérations en cours et de nombreuses commissions parlementaires n'ont pas forcément accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir assurer cette supervision efficace, mais il peut y avoir des entités, des enceintes particulières qui peuvent avoir un mandat précis pour assurer la supervision de ces opérations. Et nous devons porter une attention particulière à l'augmentation de la coopération dans ce domaine, et notamment la mise en réseau de ces travaux, car ces agences travaillent avec les entités de maintien de l'ordre, les autres structures chargées du renseignement au niveau national et aussi international. Et cela crée d'autres obstacles pour assurer cette supervision, cette transparence. Et comme notre analyse l'illustre, il y a un déficit dans le domaine de la supervision et cela pose vraiment la question de la transparence, de la responsabilisation qui est essentielle. Dans ce contexte, j'aimerais aussi souligner les faiblesses des mécanismes de contrôle interne concernant ces structures de supervision et notamment par rapport au renseignement militaire, ainsi que les problèmes spécifiques au management, à la gestion de cette information, les différentes structures qui sont impliquées. Et cela signifie que les parlementaires sont confrontés à de vraies difficultés quand il s'agit de comprendre ce labyrinthe. Car souvent, les commissions de la défense n'ont pas accès aux structures internes de ces différentes agences. Et donc, il est important de noter que ces agences militaires disposent de pouvoirs intrusifs qui peuvent avoir un impact négatif, notamment dans le domaine des droits de l'homme, par exemple, dans le domaine de la droit à la protection de la vie privée. De plus, les agences de renseignement militaire sont confrontées à des défis pour empêcher tout mauvais traitement et pour pouvoir, qui peuvent éventuellement limiter cette capacité de supervision de ces entités chargées de superviser le renseignement militaire. Les parlementaires doivent tout d'abord adopter plutôt un cadre réglementaire pour créer ce cadre juridique et accompagner de
directive très précise, et sur la base de ce cadre juridique, à ce moment-là, nos différents parlements seraient en mesure de pouvoir assurer ces fonctions de supervision. Éviter la complicité, les mauvais traitements menés ou effectués par certains de ces services ont déjà été évoqués. Certains pays, d'ailleurs, ont même adopté de nouvelles normes législatives et juridiques et adopté de nouvelles directives pour faire face à ce type de situation. Et quand il s'agit d'informations opérationnelles, c'est aussi un problème qui pose problème dans de nombreux pays. Les agences de renseignement militaire ne divulguent pas facilement certains types d'informations. Mais j'aimerais souligner que parfois, il existe des cadres juridiques qui permettent d'aborder de façon satisfaisante cette question d'accès à l'information. Par exemple, en France et en Espagne, notamment, les lois excluent explicitement certains types d'informations et empêchent un accès parlementaire à certains types d'informations de façon générale. Et il s'agit là d'informations sur des opérations actives en cours, sur les méthodes de travail des services de renseignement, les sources évidemment des services de renseignement, ainsi que la nature de la coopération internationale en ce qui concerne le partage de ce renseignement. Toutefois, il est absolument essentiel de divulguer les informations concernant les violations graves de droits de l'homme par les agences de renseignement, et cela est essentiel pour assurer cette transparence, cette responsabilisation, ainsi que l'accès nécessaire à ces informations. Donc, pour conclure, mesdames et messieurs, j'aimerais souligner une fois de plus la nature interconnectée de cette supervision. Les différents éléments de ce système contribuent à ce processus de supervision dans son ensemble, et cette coopération, cette coordination doit être renforcée à l'avenir. Voilà, j'en ai terminé avec mes propos. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Madmadze. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Kevin Jones. Bienvenue, Kevin. Merci, Kevin. Alors, je pense que Stéphane va pouvoir mettre les diapositives à l'écran. Oui, oui. Est-ce que vous m'avez entendu, demande Monsieur Vachakmadze, mais le président et les autres intervenants précisent que nous l'avons très bien entendu. N'ayez crainte, nous vous avons bien entendu, monsieur. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous mettre les diapositives à l'écran ou pas? Alors, nous avons essayé l'autre jour, ça a bien fonctionné à ce moment-là. Stéphane, ça marche? Stéphane, vous avez coupé votre micro. Alors, voilà. Merci, Jerry. Puis-je commencer mon exposé pour vous dire à quel point je suis ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui du cadre réglementaire sur la supervision pour la communauté de défense et du renseignement militaire, ainsi que pour toutes les autres agences de renseignement ici au Royaume-Uni. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous passer la deuxième diapositive, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le constater à l'écran, l'historique de cette supervision remonte à 1994, et d'après la loi sur les services de renseignement adoptée cette année-là,
a mandaté la commission du renseignement à superviser les activités du MI5, les services de renseignement intérieur, MI6 également, les services de renseignement extérieur, et ainsi que le GCHQ, qui est notre centrale de communication et de signalement. Donc voilà, nous avions un mandat en fait assez précis, même limité, et le mandat de notre comité portait sur les aspects politiques, les aspects budgétaires également, et nous avons hérité aussi la responsabilité du renseignement militaire, Defense Intelligence, qui est sous la houlette du ministère de la Défense, car et nous l'avons hérité parce qu'il y avait des problèmes de classification qui empêchait en fait la commission parlementaire de la défense d'avoir l'unique accès, tutelle à ces aspects. Mais après la loi de 2014, en fait, cette loi a étendu notre périmètre, car nous avons maintenant mandat pour évoquer la politique, les budgets, les aspects administratifs, mais nous pouvions également nous pencher sur les opérations de toutes les structures de renseignement. Et nous avons même établi un mémorandum d'entente avec les agences sur comment accéder à ces opérations. Et j'évoquerai justement la question des opérations qui a été évoquée il y a quelques instants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai indiqué, donc notre mandat est très large maintenant, car nous couvrons donc le MI5, MI6, GCHQ, le renseignement de la défense, renseignement militaire. En fait, nous examinons aussi l'organisation du renseignement conjointe, et qui est l'organisation centrale qui mutualise en fait tous les éléments de renseignement et établit des évaluations. Nous supervisons aussi les activités du secrétariat de sécurité nationale au sein du cabinet du Premier ministre, qui fournit un appui aux conseillers de sécurité nationale et au Premier ministre. Et nous pouvons également examiner les activités du Bureau de sécurité et de contre-terrorisme, qui est sous la houlette du ministère de l'Intérieur, ici au Royaume-Uni, et qui travaille sur le contre-terrorisme, surtout dans son aspect, sur ses retombées intérieures. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, que fait exactement notre commission? Nous recevons des rapports trimestriels des 7 organisations que nous supervisions, des rapports sur la politique, l'administration, les finances, mais surtout, et ça c'est très important, sur les opérations, mais des informations rétrospectives. Donc, nous n'examinons pas les opérations en cours, sauf si les chefs des agences estiment que nous devons être informés de tel et tel élément, ce qui arrive de temps en temps. Donc, ces rapports trimestriels sont généralement assez rétrospectifs et évoquent les opérations menées par ces différentes agences. En plus, nous pouvons demander à ces agences des éléments d'information complémentaires dont nous aurions besoin. Et depuis que je fais partie de cette commission, je peux constater que les agences répondent à notre demande. Nous prenons aussi, nous recueillons aussi des preuves orales de la part de ministres et de responsables, notamment le ministre des Affaires étrangères et des ministres responsables, le ministre de l'Intérieur qui est responsable des activités du MI5, le ministre des Affaires étrangères pour la MI6, et le ministre de la Défense pour les autres structures de renseignement. Et une fois par an, nous avons également une réunion avec le Premier ministre pour évoquer tous les sujets qui nous semblent
nécessaire de faire porter à sa connaissance. Mais bon, nous interrogeons également des universitaires, d'autres individus qui souhaitent nous fournir des informations, ainsi que des journalistes d'ailleurs. Nous avons plus récemment pu faire appel à des journalistes qui ont pu témoigner pendant nos réunions. Et car comme nous avons toutes les habilitations de sécurité nécessaires et nous traitons des documents classifiés, ces réunions se déroulent à huis clos et nos comptes rendus ne sont pas rendus publics. Et quand ils sont rendus publics, quand ils le sont, il y a des informations qui sont caviardées, omises, et parfois nous produisons un rapport annexe qui n'est pas rendu public, qui est destiné uniquement au Premier ministre. Et surtout, les autorités à qui ces rapports sont transmis sont également tenues de publier une réponse. Nous nous rendons également au siège de nos différentes agences au Royaume-Uni, mais également à l'étranger, dans les antennes à l'étranger, pour évoquer différents aspects liés à leur travail. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Stéphane. Alors, nous menons également des visites à l'étranger pour visiter nos partenaires Five Eyes, Australie, Nouvelle-Zélande, Australie et États-Unis, évidemment. Et nous avons sommes également rendus en Allemagne, par exemple, récemment, pour parler à nos homologues dans ces pays, mais aussi parler aux différentes agences dans ces pays pour examiner leurs travaux, mais aussi pour échanger des idées. Et cela est vraiment très utile, notamment en ce qui concerne le partage des meilleures pratiques. Et cette rencontre avec des parlementaires dans d'autres pays vraiment nourrissent nos réflexions. Prochaine diapositive. Autre volet de notre activité, et cela est prévu par la loi qui a été adoptée en 2013, nous produisons un rapport assez volumineux tous les 4-5 ans qui porte sur l'ensemble de la communauté du renseignement, mais nous avons aussi des rapports annuels plus courts qui sont publiés d'ailleurs, ce sont des documents publics et vous pouvez les trouver en ligne. Mais la plupart de notre temps est passé dans le cadre d'enquêtes spécialisées qui sont décidées par notre commission. Nous choisissons nos thèmes d'enquête et vous avez pu constater cette année que nous avons fait un rapport étoffé sur la menace posée par la Russie et nous avons pu recueillir des témoignages de MI5, MI6, GCHQ, l'enseignement militaire, mais aussi pu faire intervenir des journalistes, des universitaires et d'autres qui avaient des informations utiles à partager avec nous dans le cadre de ce rapport. Et ce rapport, il y a eu un document public et ensuite une annexe spécialisée qui, elle, n'était pas publique et qui a été transmise au cabinet du Premier ministre. Alors, pour souligner certains rapports sur lesquels nous avons travaillé, sur la Russie, publié cette année, nous avons fait également un rapport sur le terrorisme en Irlande du Nord et nous faisons également des rapports sur les opérations menées par les agences, par exemple le rapport sur les acquisitions du GCHQ était un rapport qui s'est penché sur le nouveau siège du GCHQ à Londres. Et il y a 2 ans, et on espère le renouveler, on a notamment fait un rapport sur l'inclusion et la diversité au sein des services de renseignement.
Par le passé, on s'est également penché sur la question des droits de l'homme. On s'est notamment penché sur la question du sort des prévenus notamment. Et on se concentrait donc beaucoup sur le renseignement de défense, notamment ici en ce qui concerne l'Afghanistan et l'Irak. Et c'était des travaux importants. Il nous a fallu plus de 3 à 4 ans pour ficeler cette enquête. Et plus récemment, on s'est penché sur un rapport concernant la Chine et un autre rapport très récent qui, quant à lui, se penche sur la menace du terrorisme de droite au Royaume-Uni. Alors, pour ce qui est du renseignement de défense au Royaume-Uni, il dépend du ministère de la Défense. Et donc, c'est normalement la commission de la défense qui doit s'en charger. Mais en raison de la documentation, du matériel examiné, ce n'est pas possible. Ce sont des documents classifiés. Et donc, ce comité de renseignement doit s'en occuper. Et il y a quelques semaines, on a eu des mises à jour de leur part. Et récemment, d'ailleurs, le ministère de la Défense a lancé cette nouvelle force de cybersécurité qui est en commun entre le ministère de la Défense et le GCHQ. Et donc cela démontre la façon dont notre rôle est en train de s'étendre. On est en train d'examiner de plus en plus de domaines. Ce qu'il faut savoir sur cette commission, c'est qu'elle peut avoir accès à des renseignements classifiés, mais ça reste très compliqué car ces informations ne sont pas du domaine public et ne peuvent pas être divulguées dans le domaine public. Et ces agences donc, qui ont ce contrôle parlementaire font partie du Parlement, pas de l'exécutif. À l'heure actuelle, il y a 9 membres. Des membres provenant de la Chambre des communes et de la Chambre des lords. Les membres viennent de divers partis politiques. Il y a un membre notamment du SNP en Écosse. C'est donc diversifié. Et d'après mon expérience, je peux vous dire que c'est un comité bipartisan. Il est généralement composé de parlementaires qui, comme moi, ont occupé d'autres postes, tels que des personnes qui ont été secrétaires d'État, notamment au sein du ministère de la Défense. On a également eu Jerry Lewis, qui était président de notre comité de la Défense pendant de nombreuses années. Et donc, sur ces mots, j'ai terminé. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Je pense qu'on peut maintenant donner la parole aux participants s'ils ont des questions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent cet échange, qui suivent cette présentation virtuelle. Est-ce qu'on peut demander aux personnes de prendre la parole en direct? Oui, pour l'instant, il y a une demande de prise de parole de la Turquie, d'un parlementaire turc et également du secrétariat. Il s'agit de Serkan Gökçe. On demandera à tous les participants de
poser des questions relativement brèves, 1 minute 30 maximum, afin que toutes les personnes qui puissent les poser, qui veulent poser des questions, puissent le faire. Et je vous interromprai au bout de 2 minutes, si la question dure trop longtemps. Sirka, vous avez la parole. Il semblerait qu'il ne soit plus en ligne, mais nous avons Henrik Blidal, secrétaire général adjoint. Henrik, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je me lance avec les questions. Donc, j'ai 2 questions. Une pour Monsieur Vachak Matse. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Et Kevin a déjà parlé du système britannique avec un système assez diversifié politiquement, ce qui donne plus de légitimité à ces dispositifs de contrôle parlementaire. Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit un peu partout? Est-ce que c'est plutôt concentré sur certains partis gouvernementaux? Et si je me souviens bien, l'année dernière, nous avons visité ce centre spécial à Londres et à l'époque, on parlait de ces rapports rendus en public. Quelle est votre évaluation? Qu'est-ce qu'il faut montrer au public? Est-ce que le public est en droit de connaître, de comprendre? Monsieur Vachak-Matse, vous avez la parole. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, nous avons, dans cette analyse comparative, conclu que c'est une pratique assez répandue. En effet, il y a des politiciens de partis d'opposition qui font partie de ces dispositifs de contrôle parlementaire. D'ailleurs, il y a plusieurs cas mentionnés dans notre étude. Et parfois, ce point est très explicitement abordé. Il est parfois mentionné spécifiquement que l'opposition doit siéger au sein de ces commissions. Parfois, le président, la présidente de la commission est également un représentant d'un parti politique d'opposition. Donc oui, c'est une pratique courante. Et d'ailleurs, c'est très logique. Ça renforce la confiance du grand public dans ce système de responsabilité, de transparence. En tous les cas, en Europe, on le voit surtout dans les systèmes juridiques nationaux. Kevin, est-ce que vous voulez répondre à la deuxième partie de la question de Henrik concernant la possibilité de contribution publique? Si je peux me permettre, j'aimerais aussi répondre à la première question. Oui, notre comité est bipartisane et également concerne les 2 chambres. D'ailleurs, je peux le dire, le Premier ministre a essayé de faire venir un ancien ministre, mais lorsque le comité s'est retrouvé, bon, ils n'ont pas choisi la personne qu'avait mis en avant le Premier ministre. Donc je pense que cela renforce la crédibilité, la légitimité de ce comité, en tout cas. Pour ce qui est de notre vis-à-vis du public, c'est plus complexe. On parle d'informations classifiées. Mais ce qu'a fait le GCHQ, donc l'agence de communication qui a son centre à Londres il y a quelques années, il a essayé de davantage
faciliter la coopération entre le secteur industriel et notre agence. Mais de plus, on tente de sensibiliser le grand public à la question de la cybersécurité. Et de plus, récemment, nos agences ont vraiment été chamboulées. Fut une époque où le chef du MI6 s'appelait C. Et personne ne connaissait son vrai nom. Son nom était secret. En revanche, maintenant, ça a bien changé. Vous pouvez même le suivre sur Twitter. Il a donc un compte Twitter. Et ces derniers mois, on a eu 2 nouveaux directeurs d'agence et ces 2 personnes veulent vraiment avoir un visage public. Ça donne à des entretiens à la télé et cela était inimaginable il y a 10 ans. Et cela vise à réinstaurer la confiance du public dans ces agences. Comme vous l'avez dit, Jerry, dans votre discours d'ouverture, je crois fermement dans ce processus démocratique, dans ce contrôle parlementaire, et dans l'idée qu'il faut vraiment avoir cette confiance de la part de nos électeurs. Merci. Oui, et il y a cette responsabilité vis-à-vis de nos électeurs, justement, et il faut cette responsabilité aussi avec les élus. Il ne faut absolument pas qu'il... Bon, c'est vrai qu'il y a une marge de manœuvre vu les domaines dans lesquels ils travaillent, mais il faut vraiment maintenir ce contrôle démocratique. Nous avons maintenant Agnès Vadaï de Hongrie qui souhaite prendre la parole. Agnès, vous avez la parole. Vous êtes à l'écran. Bonjour à tous. Tout d'abord, félicitations, Jerry, pour votre élection. Et je vous souhaite le meilleur. Et merci aussi à DICAF. Nous avons travaillé ensemble en Europe du Sud-Est sur la question du contrôle de cette supervision. Et j'aimerais parler de ce processus d'accréditation, de certification des membres du Parlement. Donc des parlementaires aussi qui siègent au sein de ces comités. Alors dans mon pays, il faut réussir un processus de certification si l'on souhaite siéger au sein de ces comités. Je pense que c'est une bonne chose parce que parfois ces hommes politiques pourraient utiliser ces secrets à mauvais escient et parfois même à des fins politiques. D'ailleurs, au sein de la paix OTAN, une de mes collègues hongroises, plutôt, qui faisait partie de la paix OTAN, avait été exclue de ce comité parce que apparemment, elle représentait une menace pour le système de sécurité hongrois et elle n'a pas donc obtenu cette certification. Donc, que pourriez-vous nous dire là-dessus? Agnès, donc, vous demande qu'en est-il du processus d'accréditation de ces personnes qui siègent au sein de ces dispositifs de contrôle parlementaire. Alors, je peux vous donner le cas du Royaume-Uni. Alors, ce qui se passe, c'est que les partis politiques donc essayent déjà d'avoir une représentation proportionnée. Donc pour l'instant, au sein de notre comité, on a des représentants du parti SNP, du parti travailliste et du parti conservateur. Donc le SNP écossais, le 3e plus grand parti au Royaume-Uni. Et maintenant, il y a aussi des représentants de la Chambre des Lords. Et au sein de ces chambres des Lords, ils ont également des personnes qui ne sont affiliées à aucun parti aussi. Et donc oui, nous avons un processus d'accréditation et les personnes
nommés sont en général des personnes qui avaient un poste ministériel. Pour ce qui est du Premier ministre, c'est lui qui approuve leur nomination. Mais ensuite, le Parlement vote sur la confirmation de leur nomination à ces comités de contrôle. Il y a donc un système de pouvoir et contre-pouvoir ou de vérification et contre-vérification. De plus, les personnes qui siègent au sein de ces comités vont signer un document certifiant qu'ils ne vont pas divulguer ces informations. Et ces personnes pourraient encourir des sanctions juridiques si jamais elles venaient à enfreindre cette spécification. Donc, il y a vraiment ces systèmes de vérification. Et si le parlementaire décide que ces personnes ne doivent pas siéger au sein de ces comités, elles ne siégeront pas. J'imagine donc, Kevin, qu'il y a une partie de ce processus qui est assez informel et caché. En effet, ce n'est pas forcément un processus très officiel. En effet. Merci pour votre question. Nous avons maintenant Andrew Wallace d'Australie. Andrew. Bonjour, chers collègues. Andrew, où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Je me trouve dans le Queensland, en Australie. Il est 5 heures du matin. Décidément. Sachez que ma fille vient de déménager à Sydney. Elle va travailler pour le gouvernement des New South Wales pendant 2 ans. Elle vient d'ailleurs de terminer ses 14 jours de quarantaine et maintenant elle est libre comme l'air. Parce qu'il me semble qu'en Australie, vous êtes... la COVID est partie. En effet, c'est le cas. Cela fait un moment que nous n'avons plus de cas recensés de COVID sur notre territoire. Félicitations. Merci. Alors, je suis le président du sous-comité ou de la sous-commission défense et moi-même et Jerry faisons partie de ces pays 5I. Et à l'heure actuelle, on traverse un processus d'auto-examen. On se penche notamment sur les différents rapports, questions, notamment qui nous ont préparés en Afghanistan. On examine donc nos propres processus, notamment en lien avec des procédures potentielles. Donc, ma question est la suivante. Je suis président de cette sous-commission défense. Nous avons un sous-comité du Parlement sur la sécurité commune, très similaire à ce qu'on a au Royaume-Uni. Alors, je tiens à dire qu'on n'a pas les mêmes processus de certification sur cette sous-commission défense. On n'a pas forcément accès aux mêmes types d'informations ou aux mêmes informations classifiées que les services de renseignement. Et donc, je pose cette question parce que si certains membres des services de renseignement, s'ils ne souhaitent pas répondre aux questions, il leur suffit de dire « je m'excuse, je ne vais pas répondre car vous n'êtes pas habilité pour entendre les informations que je pourrais vous donner », ce qui est très frustrant pour nous, surtout quand on doit effectuer ce contrôle parlementaire. Donc nous avons donc émis une recommandation auprès du gouvernement il y a quelques années en stipulant que l'on avait des pouvoirs similaires à la commission renseignement et sécurité. Je sais que notre Premier ministre se penche sur la question à l'heure actuelle. Mais j'aimerais savoir ce que notamment Jerry et Kevin on va dire sur la question suivante. Quelles équivalences avez-vous aux États-Unis et au Royaume-Uni au sein de vos comités de la défense? Est-ce que vous disposez des mêmes pouvoirs
au sein de ces comités défense de pouvoir que vous avez au sein des comités renseignement et sécurité. Alors, pour vous répondre, moi, je ne siège pas au sein du comité dont vous parlez. En revanche, je siège au sein de la commission Affaires étrangères. Et de plus, en étant membre du Congrès, j'ai une habilitation sécurité top secret. Et je pense qu'il y a certains comités, dont le comité des forces armées, qui ont fait cette compartimentalisation, donc qui ont cette habilitation top secret afin de pouvoir écouter, recevoir certaines informations auxquelles nous autres n'avons pas accès. On a donc un système où une poignée de membres désignés de différents comités peuvent recevoir des informations hautement classifiées dans certains domaines. Et c'est donc ce groupe qui recevra les informations de la communauté du renseignement. Mais nous utilisons aussi d'autres mécanismes pour éviter les situations délicates dont vous parlez. En fonction du briefing, des exposés que l'on va recevoir, on aura des séances classifiées fermées, donc à huis clos. Par conséquent, les médias ne seront pas invités, nous pourrons recevoir ces informations classifiées. On ira donc dans une salle spéciale qui, notamment, ne peut pas être piratée par certains écoutes. Et ensuite, pour ce qui est de la Chambre des représentants ou du Sénat, ils peuvent parfois écouter certains briefings. Donc, il y a plusieurs mécanismes, en fait, qui nous permettent de recevoir ces informations. Personnellement, je n'aime pas quand le gouvernement ou quand certains agents disent aux parlementaires de partager ces informations avec vous. En fait, l'idée de ne pas partager une information peut vraiment mettre à risque la question de transparence et de responsabilité. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas compromettre les secrets, mais il faut avoir un juste équilibre entre ce devoir et le devoir auprès de nos citoyens. Yeah, if I could. Thanks, Andrew. Kevin, vous vouliez rebondir? Oui, tout à fait. Je suis également membre de la commission de défense et techniquement, nous pouvons avoir accès à des informations top secret, mais c'est relativement rare en fait. S'agissant de la commission du renseignement, bon, moi j'ai une habilitation de sécurité STRAP, comme on l'appelle, c'est-à-dire qui a un niveau de classification supérieur encore, parce que je suis censée, dans mes attributions, passer en revue des dossiers plus que top secret. Par exemple, avec l'introduction de la nouvelle force sur la cybersécurité, nous avons eu un débat, et c'est un débat d'ailleurs, si je ne m'abuse, que vous avez aussi en Australie, c'est la supervision des forces spéciales. Et au niveau de la commission de la sécurité et du renseignement, nous avons techniquement l'habilité, dans nos compétences, la surveillance de ces forces spéciales, mais au niveau de classification, ce n'est pas toujours possible pour nous de surveiller l'ensemble de leurs activités. Et c'est vrai que dans le dernier Parlement, nous avons eu quelques cas sur les détenus, sur certains services de haute sécurité dans les prisons, etc., où nous avons eu des règlements spéciaux, mais bon, c'est vrai qu'en général, nous avons les compétences requises. Mindia, oui, une ou deux phrases que j'aimerais ajouter par rapport
à la question des procédures. Alors, je ne puis que répéter ce que j'ai déjà dit précédemment, qui est que dans certains cas, on adopte ce qu'on appelle la doctrine du privilège parlementaire, c'est-à-dire que la possibilité que le Parlement constitue des commissions spéciales pour la surveillance, et cela ne peut pas être soumis à quelque contrôle que ce soit. Alors, dans certains cas, les membres des institutions de surveillance signent des accords de non-divulgation d'informations, et en plus de cela, la législation nationale peut éventuellement imposer un jeu d'obligations sur les membres d'une commission de surveillance qui stipuleront que ces personnes ne peuvent pas divulguer des informations obtenues dans le cadre de ce contrôle, dans le cadre des activités de contrôle parlementaire. S'agissant de votre question, et je parle de la question du collègue australien, je peux également ajouter que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même controversé. Et c'est vrai que dans certains pays où les députés veulent avoir accès à l'information, eh bien, on constate qu'au lieu qu'il y ait accès généralisé pour tous les députés, il y a en fait, certes les députés ont un accès à la majeure partie de l'information, mais il y a des petits groupes qui sont des groupes privilégiés, des groupes de confiance, comme on les appelle, qui peuvent avoir des compétences supplémentaires en termes de surveillance. Oui, Jerry, vous avez posé une question quant à mon titre, Right Honorable. Right, cela veut dire que je suis membre du Privy Council de la Reine. Cela veut dire qu'en fait, vous avez à ce titre-là non seulement accès aux renseignements, mais aussi vous avez la possibilité de recevoir ce qu'on appelle des briefings au nom de ce conseil particulier de la reine, et c'est à ce titre-là que l'on m'appelle Right Honorable. C'est pour cela que ce titre-là ne vous revient pas, Jerry. Merci. Alors, comment pouvons-nous donner compétence et vérifier la fiabilité de personnes qui vont siéger dans ces commissions de surveillance du renseignement? Comment les personnes peuvent-elles rester indépendantes sans être aussi absorbées par leur mission qu'elles vont perdre pied, perdre contrôle sur leur mission première? Comment peuvent-elles garder une certaine distance par rapport aux services de renseignement surveillés pour continuer à protéger les intérêts du citoyen? Parce que vous savez, plus vous vous rapprochez des services de renseignement, plus vous y êtes exposé, plus vous vous y habituez et plus vous perdez peut-être dans certains cas une certaine objectivité, plus vous oubliez quel est votre rôle premier. Donc revenons sur ce côté-là qui est le revers de la médaille. Alors Sonia est-elle parmi nous? Je crois que vous aviez une question. Alors Sonia, avant de poser une question, vous venez d'avoir été élue au groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient. Donc félicitations chère Sonia et bienvenue au sein de ce groupe à la NPA. Vous avez la parole Sonia. Monsieur le Président, c'est un honneur de faire partie de cette grande fratrie de notre alliance. Sachez que même si je suis très jeune élue, je reste une personne très, très impressionnée par tout ce que nous avons fait, par tout ce que j'ai appris depuis 3 ans
et demi. J'admire la présence de tous les administrateurs qui sont avec nous, qui nous accompagnent depuis 3 ans et demi pour qu'on puisse réaliser réellement un travail fort formidable depuis 3 ans et demi. Je vais directement aux questions parce que vous avez dit, Monsieur le Président, qu'il faut être très, très court. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Moi, je voulais revenir effectivement sur ces menaces terroristes et sur le fait que dans tous nos pays aujourd'hui, vous l'avez remarqué, on vote des lois de plus en plus sécuritaires pour des républiques de plus en plus fermes. Donc, ma première question, les droits de l'homme dans tout cela, quelle est la ligne de crête? Et vous l'avez éclairci, Monsieur le Président, que ce n'est pas simple de trouver cet équilibre, en tout cas. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le domaine du nucléaire, j'étais habilitée secret défense dans mon ancienne vie. Et quand je suis devenue parlementaire, du jour au lendemain, je n'ai pas pu accéder. Voyez, donc voilà, en tant que parlementaire, je n'avais pas les accréditations, donc ça posait un petit peu un problème, surtout quand on travaille sur la sûreté nucléaire. La France a renforcé ses protocoles défense et le fait qu'on accorde chinoises ou autres à des habilités secret défense depuis quelques mois, c'est quelque chose que je gère, puisque dans ma circonscription, en plus du nucléaire, j'ai les sous-marins nucléaires aussi. Et ma question est dernière et sur la judiciarisation que j'ai beaucoup vu lors de mon rapport sur le financement du terrorisme à la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale en France. C'était très, très dur de parler de ce sujet. C'était très, très dur de passer à d'autres étapes parce que la judiciarisation des renseignements reste quelque chose un peu quelque chose de flou. Donc, si vous pouvez nous dire quelques mots, ça serait super. Merci beaucoup. Et merci encore, Monsieur le Président. Merci. Docteur Vachemadze, vous pourriez peut-être commencer? Oui, bien sûr. Brièvement sur ce que Sonia vient de dire et sur les remarques très judicieuses de Madame Crimi. Effectivement, c'est un défi. Je l'ai dit dès le début parce que les agences de renseignement travaillent de plus en plus, coopèrent de plus en plus avec les forces de l'ordre pour adopter des mesures, notamment de lutte contre le terrorisme. Alors, c'est un défi et cela a des conséquences pour les droits fondamentaux du citoyen. Un exemple, il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle allemande a rendu un nouveau jugement sur la question suivante. Sur les données que l'on appelle des données antiterroristes, c'est-à-dire des jeux de données dont le but est la lutte contre le terrorisme. Alors, tout cela est évidemment important pour faciliter la coopération entre les forces de l'ordre, la police par exemple, et les services de renseignement, mais la Cour constitutionnelle allemande a statué que la loi n'était pas suffisamment précise quant aux conditions dans lesquelles cette coopération pouvait avoir lieu. La loi n'est pas suffisamment précise pour garantir la légalité, la constitutionnalité de ces règles. Et une disposition a été ajoutée par la suite à la loi sur ce partage de renseignements, la disposition 6A, qui stipule que lorsque les agences vont jusqu'à prendre des mesures qui pourront avoir des conséquences négatives, qui viendraient battre en brèche les droits fondamentaux, il faut que des conditions très précises soient remplies avant que les agences de renseignement ne puissent aller de l'avant et prendre certaines mesures
que ce soit de collecte de renseignements ou de coopération avec les forces de l'ordre. Et honnêtement, c'est quelque chose de très important, parce que comme vous le savez, après le 11 septembre, beaucoup de pays ont adopté de nouvelles lois ou même des règlements administratifs afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Mais c'est un problème que l'on a retrouvé beaucoup dans beaucoup de pays où l'on a vu naître des structures policières qui font de la collecte de renseignements, qui font du renseignement, et des agences de renseignement qui commencent à faire de la police. Et là, c'est vrai que cela crée un problème par rapport au respect des droits humains fondamentaux. Et il me semble que vraiment le devoir, la responsabilité première des parlements est d'adopter les cadres juridiques dans lesquels tout cela peut s'inscrire, mais aussi et surtout dans un second temps de faire en sorte que ces règlements, ces structures, ces cadres soient respectés. Oui, excellente remarque. Je sais que dans le pays que je connais le mieux, le mien, s'agissant de la communauté du renseignement, il y a vraiment des limites à ce qu'il est permis de faire, notamment dans la surveillance des citoyens. Il y a notamment toute une procédure à suivre pour justifier la surveillance de ressortissants américains. Et même si ça n'a pas été efficace à 100%, il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi source de controverse depuis très longtemps. Et créer un cadre juridique qui protège vos propres ressortissants, vos propres citoyens contre certaines activités d'incursion dans leur vie privée, etc., me semble vraiment très, très important. Kevin. Oui, merci beaucoup. Sur notre travail au Royaume-Uni, nous avons en fait un commissaire aux pouvoirs spéciaux. C'est généralement un juge, en tout cas son travail dépasse celui du travail de la commission de renseignement. Et ce que ce juge fait, c'est en fait passer en revue toutes les demandes de collecte de grands paquets de données que formulent les agences de renseignement. Il regarde aussi notamment les mandats de collecte de données qui sont déposés pour, par exemple, que l'on collecte des données sur Internet ou que l'on procède à des écoutes. Et ce juge a vraiment le droit de surveiller, de superviser tout cela, et il est responsable directement devant le Parlement. Donc nous avons un système qui scrute vraiment et le travail des services de renseignement, mais aussi des agences de renseignement. Et ce travail, il est très important parce que le dernier Parlement a produit un rapport non seulement sur la manière dont les agences de renseignement traitent les détenus, mais aussi et surtout comment les détenus sont traités par toutes les structures qui seraient en partenariat avec nos organismes de renseignement. Et il y a un jeu de règles, de règlements à appliquer, à respecter, et que nos agences respectent. Alors, ce sont des règles qui stipulent dans quelles conditions on peut détenir des individus, dans quelles conditions on peut les interroger, dans quel cadre. Et d'ailleurs, il y a à ce titre-là toute une série d'articles, notamment interdisant l'usage de la torture. Et tout cela est vraiment suivi de très, très près, dans le but de protéger, bien sûr, les citoyens, mais aussi parce qu'il y a des techniques de collecte de données qui sont utilisées par nos agences, notamment pour pister les terroristes, mais qui ne sont pas toujours bien comprises ou faciles à comprendre pour nos citoyens. Et bon,
Et si l'on pense que nos agences absorbent et collectent des volumes énormes de données, c'est pas du tout le cas. En fait, les données sont plutôt ciblées, justement parce qu'il y a ces règles qui disent qu'il faut que la collecte de données soit proportionnelle à l'effort que l'on essaye de mettre en place. Merci, Kevin. Yildiz back on the phone. Stefan, Ahmed, your question. Stéphane, nous pourrons passer la parole à Ahmed. Ahmed, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bien. Salutations à tous d'Ankara. Nous avons une commission dans notre Parlement qui ressemble fortement à la commission britannique, une commission de la défense, et aussi d'autres commissions portant sur la question de sécurité. Et ces commissions mènent un certain nombre d'activités. Je ne suis pas au courant de tout ce qu'elles font, mais j'aimerais savoir, en fait, savoir ce que vous pensez des travaux de ces commissions au Royaume-Uni. Est-ce que ces commissions contrôlent la façon dont ces renseignements sont recueillis? Est-ce qu'elles sont en mesure de pouvoir dire si ces informations ont été recueillies de façon légale ou pas, et si ces informations sont ensuite utilisées à des fins légales et pas? Et quelles sont les règles qui existent pour l'utilisation, l'exploitation de ces renseignements? Et en tant que diplomate, j'ai un mauvais souvenir, comme le président Cornyn le sait, sur la situation en Irak. J'étais consul en Irak, et ensuite j'étais en Syrie. Et je me souviens très bien qu'il y avait un grand débat à l'époque, notamment aux États-Unis, sur la façon dont certains éléments d'information étaient utilisés, exploités concernant la situation en Irak. Et le président Bush et M. Powell, à l'époque, ont aussi été mis en cause à l'époque. Et ensuite, j'étais en poste à Mossoul, aux côtés de militaires américains. Nous avons eu une excellente relation de travail et il était évident que ces informations n'étaient pas forcément très fiables, que les témoins n'étaient pas forcément très bons. Alors je sais que le système de contre-pouvoir aux États-Unis est assez unique et que ce système n'existe pas partout dans le monde. Et donc, quid de la situation au Royaume-Uni? Est-ce que vous êtes en mesure de vous poser des questions sur la façon dont ces informations ont été obtenues et ensuite exploitées? Merci Ahmed pour votre question. Alors, si je peux éventuellement permettre de reformuler votre question. Alors, Kevin, vous allez parler de la situation spécifique au Royaume-Uni, mais comment prendre des responsabilités dans le cadre de ces activités de supervision pour s'assurer que ces renseignements ne soient pas exploités de façon dangereuse, notamment quand on pense à l'Irak et aux fausses informations qui ont été répandues sur la soi-disant existence d'armes de destruction massive qui n'existent pas, et ensuite comment éviter que ces informations ne soient pas exploitées de façon illégale. Merci Jerry. Alors, ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 2003 au Royaume-Uni. Une des conclusions de la commission d'enquête sur la guerre en Irak portait justement sur les informations, le renseignement erroné et l'exploitation qui a eu lieu de ce renseignement. Et maintenant, nous faisons en sorte que les informations émanant de toutes les différentes agences de la communauté du renseignement doivent présenter leurs informations selon un format assez préétabli au ministre pour
éclairer le débat et les décisions politiques. Alors, il n'y a pas qu'une seule agence quand on parle de terrorisme ou du contre-espionnage qui peut obtenir toutes les informations nécessaires. Ce qu'il faut, c'est une évaluation assez froide. Donc, nous avons cette unité conjointe qui se charge de synthétiser les informations disponibles et de disséminer les informations. Alors, en ce qui concerne l'abus, en fait, de ces informations qui pourraient arriver, comme cela a été le cas, nous avons maintenant des règles très claires sur ce que les agences peuvent demander et quelles sont les responsabilités de ceux qui supervisent leurs activités. Et cela vise justement à éviter que certaines données soient exploitées de façon erronée. Nous avons pu constater des changements récemment qui notamment avec de nouvelles directives consolidées qui sont expliquées jusqu'à tous ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent pour ces agences, et notamment sur le traitement des individus. Et quant à l'exploitation erronée de ces renseignements, nous nous penchons sur ces questions lors des enquêtes sur les opérations qui ont déjà eu lieu. Et par exemple, nous avons mené une enquête sur les attentats à Manchester, à Londres, les attaques terroristes qui ont eu lieu dans ces deux villes en 2007. Cela nous a permis d'examiner le renseignement qui existait ou qui n'existait pas à l'époque, d'identifier les lacunes, mais nous avons aussi pu comprendre comment les services de renseignement ont réagi en temps réel à ces événements. Donc, est-ce que nous avons tiré les enseignements de nos erreurs passées? Oui, je pense qu'effectivement, maintenant, nos directives sont plus fiables, plus étoffées, notamment en ce qui concerne le traitement des prisonniers. Et nous pensons aussi que le cadre juridique qui permet de superviser le travail des agences a été amélioré pour éviter notamment qu'il y ait des individus voyous, pour ainsi dire, qui exploitent ces failles de façon totalement néfaste. Mais je pense que quelqu'un d'autre a aussi soulevé une question importante, c'est qu'il nous faut cette approche interministérielle, et c'est ce que nous avons maintenant. Nous intégrons les forces de la police, les forces du contre-espionnage, tous les différents échelons de renseignement, et cette approche interministérielle et qui comprend toutes les agences, y compris les forces de police qui sont fortement mobilisées, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est un élément important pour garantir une plus grande fiabilité de cette supervision. Effectivement, c'est un point très important que vous venez de solliciter. Le problème ne vient pas toujours des agences de renseignement ou des spécialistes de renseignement. Le problème peut émaner, par exemple, des forces armées ou de la police en fonction des différents types de scénarios. Donc, nous ne pouvons pas nous limiter nos directives uniquement sur ce qui est permis, pas permis, ce qui est légal ou pas légal. Nous ne pouvons pas limiter cela uniquement aux agences de renseignement, car M. Vachkamadze l'a mentionné dans ses propos liminaires, il faut élargir le périmètre. Est-ce que vous souhaitez justement intervenir à ce propos, M. Vachkamadze? Oui, effectivement, c'est une question très importante que vous posez, et cela dépend bien entendu du contexte dans lequel ces éléments de renseignement sont exploités, et ce que nous entendons quand nous parlons justement de cet abus de ces éléments de renseignement. Car comme mon collègue britannique vient de l'indiquer, il y a ces directives consolidées au Royaume-Uni. Il y a une loi similaire au Canada, par exemple. Dans certains pays, le cadre juridique est plus fragile, voire même absent. Mais quand nous parlons de l'usage ou de mauvais usage d'éléments de renseignement
quand il s'agit notamment de données privées. Alors parfois, ce genre de problèmes sont traités par des groupes spécialisés de supervision, pas forcément les commissions parlementaires qui s'intéressent à questions peut-être un peu plus générales. Quand nous parlons justement de la manipulation de ces renseignements sur la scène internationale, notamment de la part de services étrangers, c'est aussi de la responsabilité des gouvernements, des parlements, d'assurer la supervision nécessaire et d'adapter le cadre juridique pour se prévenir contre ce type de menaces. Donc, les contextes sont différents et c'est pour cela que j'ai souligné l'importance de cette interconnectivité de nos systèmes et chacun doit avoir des responsabilités bien précises, bien établies pour que on comprenne exactement le rôle et les responsabilités des uns et des autres, et pour que le rôle justement aussi des entités de supervision soit clairement établi. Alors, nous avons une autre demande de prise de parole, Monsieur le Président. Il y a une autre demande de prise de parole. Monsieur le Président, nous arrivons à la fin de notre réunion. Est-ce que vous souhaitez lui donner la parole? C'est Jean-Christophe Lagarde, c'est ça? Alors, si vous pouvez être très bref, Jean-Christophe, car nous sommes déjà très en retard. Mais nous voulons vous donner la parole. Allez-y. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je suis désolé, j'ai dû m'absenter puisqu'il y avait un vote à l'Assemblée nationale et que je n'avais pas le choix que d'y aller. Moi, j'ai 3 questions rapides. Sachant qu'en France, il n'y a pas de surveillance des services de renseignement ou quasiment pas par le Parlement. On n'est pas tout est entre les mains hélas, tout est entre les mains du gouvernement. Je voudrais savoir si vous avez, dans les contrôles que vous faites, une vision sur les échanges qui existent entre nos services de renseignement respectifs, auquel cas d'ailleurs vous en sauriez plus que moi sur ce que font nos propres services de renseignement. Deuxièmement, comment on organise l'habilitation? Parce que si chez nous ça n'existe pas, il y a eu longtemps un problème avec les communistes et aujourd'hui avec l'extrême gauche qui faisait qu'on avait du mal à mettre le Parlement dans la boucle de la surveillance du renseignement. Et enfin, savoir si vous avez un ou des débats au Parlement sur les méthodes, sur l'efficacité, pas seulement sur les moyens, qui sont celles de vos services de renseignement. Thank you, Jean-Christophe. We did address the vetting. Merci Jean-Christophe. Alors donc nous avons parlé de la question des habilitations, des enquêtes de sécurité. Alors comment se prémunir contre les influences pernicieuses et pour éviter que des individus puissent éventuellement compromettre les informations. Alors, bon, je pense que cela dépend des électeurs, car c'est eux qui élisent nos parlementaires. Alors, en ce qui concerne notre système, ce sont les partis qui désignent leurs représentants. Alors, nous avons une loi sur Official Secret Act qui donne un cadre juridique très précis. Donc, vous n'êtes pas à l'abri de la loi si vous violez cette loi. Donc, je pense que cela permet de cadrer la situation et même si les individus peuvent divulguer des informations en violant la loi, à ce moment-là, ils sont soumis à des poursuites judiciaires et à des sanctions. Donc, même si notre loi est un peu datée, mais néanmoins, elle permet de préciser un cadre juridique qui donne un certain sentiment de sécurité sur la façon dont ces informations sont traitées. Et, mais bon, au bout du compte, ce n'est pas à nous de désigner les responsables, c'est aux électeurs de choisir qui les représente, comme M. Trump vient de le découvrir aux États-Unis. Jerry, votre micro a été coupé. Alors, oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant. Je disais juste que
qui a eu le mot de la fin, un excellent mot de la fin d'ailleurs, car au bout du compte, c'est effectivement nos électeurs qui ont le dernier mot dans nos démocraties. Voilà, c'était un débat très éclairant. Alors, je ne sais pas si d'accord est toujours avec toi, Stéphane. Non, je ne pense pas. Alors, donc, merci beaucoup à nos deux excellents intervenants. Merci au DECAF pour leurs exposés et leur disponibilité à répondre à nos questions. Ah, voilà, vous êtes de retour, Darko. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots de la fin? En fait, j'étais là tout le temps, mais j'ai juste oublié de demander la parole, mais j'étais ravi d'écouter vos échanges très éclairants. Voilà, toutes les questions importantes telles que les habilitations de sécurité, le rôle des parlements, la coopération entre partis sur ces questions essentielles de sécurité nationale. Voilà, ce sont des débats qui ont lieu dans l'ensemble de nos pays et nous recevons beaucoup de questions similaires de la part de nos pays partenaires et ils souhaitent aussi approfondir ce débat et clarifier cette question au fur et à mesure que ces échanges ont lieu dans leur Parlement. Et donc, il est très important de pouvoir continuer ces échanges. Donc, merci à vous de la part du DECAF ici à Genève. Merci beaucoup, merci à vous tous et je vous souhaite des fêtes heureuses, pacifiques. Portez-vous bien, j'espère que les vaccins seront bientôt avec nous tous. Merci, au revoir.